juillet, rétrospective de la semaine, madame, messieurs, bienvenue. Une rétrospective au cours de laquelle nous allons échanger avec l'invité de la rétrospective, justement. Il s'agit de monsieur Emmanuel Malangou. Lui, il a été candidat sénateur 2024 actuellement. Emmanuel Malangou est président de la plateforme Mouvement Citoyen, donc le Réveil Congolais. Emmanuel Malangou, bienvenue à cette rétrospective. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Voilà, tout le plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Hein, c'est à moi nous allons revenir sur ce qu'a été l'actualité au courant de la semaine. Merci, c'est à moi de vous remercier d'avoir pensé de m'inviter ce dimanche pour venir éclairer notre peuple sur les différents thèmes d'actualité qui ont dominé la semaine. Ouvrons donc, madame, monsieur, cette rétrospective de la semaine par cette actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert ce dimanche 21 juillet 2024 un séminaire gouvernemental dans la salle de congrès du Palais de la Nation. L'ensemble du gouvernement a pris part aux côtés de plusieurs autres participants invités à cette ouverture pour ce séminaire qui durera 3 jours. Dans son discours inaugural des 10 minutes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a une fois de plus épinglé la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé les membres du gouvernement à travailler sans relâche et à veiller sur la réalisation des 6 axes du programme gouvernemental qui apporterait certainement une solution aux desiderata de Congolais. La République démocratique du Congo poursuit son objectif de paix face au conflit avec le mouvement rebelle du M23, a dit Patrick Mouyaya lors du briefing organisé le jeudi 18 juillet 2024. Le porte-parole du gouvernement congolais a souligné dans ces mêmes registres que l'objectif n'est pas seulement de maintenir une trêve humanitaire, mais aussi de parvenir à une paix initialement prévue pour ce 19 juillet 2024. La trêve humanitaire entre le gouvernement congolais et les M23 a été prolongée de 15 jours supplémentaires jusqu'au 3 août, donc une décision prise d'après les communiqués de la Maison-Blanche aux États-Unis. Ouverture dans le but d'investir le gouvernement provincial du Congo central. La session extraordinaire de l'organe délibérant de cette province a été clôturée le samedi 20 juillet 2024. Dans son mot, le président de cette institution provinciale, Papi Mantezolo, a invité les honorables députés provinciaux à rester focus sur les desiderata de leurs bases respectives afin de trouver des solutions adéquates. C'est avant de le féliciter pour leur engagement pris, c'est lui de soutenir sans embâche le gouvernement provincial que dirige Grace Bilolo, gouverneur de cette province. Les détails avec Ben Akili et Paulin Kazadi, nos envoyés spéciaux depuis le Congo central. Mission accomplie, les honorables députés provinciaux du Congo central vont regagner leurs circonscriptions électorales pour un moment d'échange avec leurs bases respectives, ce après avoir investi l'équipe du gouvernement provincial. Nous estimons que maintenant, même s'il y a eu guerre entre guillemets, au sens figuré, il est temps que nous déposions les armes, que nous puissions travailler ensemble. Parce que le grand travail commence. Après tout, on a déjà investi le gouvernement, les trains appuient les départs. Nous demandons simplement à ceux qui ne sont pas satisfaits de prendre le mal en patience, qu'ils attendent leur tour. Mais surtout, nous mettons en garde, passez-moi l'expression, à ceux qui croient que le Congo central est leur gâteau, et lorsqu'ils n'ont pas part, ils doivent se mettre à déranger, comme les mandats passés. Ceux-là, ils trouveront les députés nationaux sur leur chemin. Une joie pour le président de cet organe délibérant, Papi Matezolo, de féliciter les députés qui ont répondu favorablement à cette session extraordinaire. Ainsi, dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a exhorté les députés à rester focus pour recueillir les doléances de leur base, car ce n'est que de cette manière, dit-il, qu'ils vont soutenir la vision du chef de l'État, celle de savoir s'oublier pour servir les autres. Nous voici donc libérés de cette obligation constitutionnelle et l'investiture du gouvernement provincial. Au moment où nous prenons nos vacances parlementaires,
j'exhorte à vous à capitaliser ces moments pour sceller davantage les partenariats avec notre chère population qui nous a mandatés pour parler en sa faveur sur les questions qui concourent à sa survie et son développement. Convoquée il y a peu, cette session extraordinaire a donc permis au gouvernement de Grace Bilolo de se mettre au travail pour ainsi répondre positivement aux attentes de la population du Congo central afin de booster le développement de cette province longtemps handicapée par des querelles inutiles. C'était là donc quelques éléments qui nous ont permis d'ouvrir cette rétrospective avec l'actualité. Alors avant de passer à la rétrospective proprement dite, Emmanuel Malangou, on a suivi là le membre du gouvernement qui doit passer par un séminaire. N'est-ce pas qu'ils en ont réellement besoin au regard des défis que connaît la République démocratique du Congo? Vous savez, les défis sont énormes. S'il faut que les membres du gouvernement passent un séminaire, un séminaire considéré comme un séminaire de formation de ces derniers, moi je pense qu'il faut commencer par enseigner ce civisme-là qui a perdu son sens parce que, vous savez, le civisme qu'on avait tendance à donner dans toutes ces écoles, dans toutes les universités à l'époque du Zaïre, aujourd'hui ça n'existe plus. Et nous avons constaté que le civisme a beaucoup baissé, les gens ne respectent plus ce qui appartient à l'État et les gens aujourd'hui se permettent de tout faire parce qu'il y a ce manque, cette éducation-là de pouvoir respecter la res publica. Et moi, je pense que si ça va dans les sens-là, nous ne pouvons qu'applaudir parce que il faut la cohésion gouvernementale. Absolument, absolument. Il faut que ces gens soient quand même formés à respecter tout ce qui appartient à l'État, à respecter les peuples et à respecter aussi les gouvernés parce que, vous savez, les gouvernés, eh bien qu'ils ont le devoir de pouvoir payer leurs taxes et impôts, c'est avec ces taxes-là que ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans des postes de responsabilité du gouvernement, ils sont payés grâce aux taxes et impôts qui sont payés par les peuples congolais. Mais si ces derniers ne respectent plus, c'est là ça fait problème. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle si ça va aller dans ce sens-là. Nous pouvons dire que bravo au président de la République qui a initié, à la première ministre qui a voulu à ce que ces séminaires puissent avoir lieu, savoir que démontrer aujourd'hui à notre peuple que nous avons un gouvernement qui va avoir les yeux braqués sur les sociales du peuple congolais pour pouvoir changer. Emmanuel Malangou, le président de la République, dans son speech, a appelé tous les membres du gouvernement à faire tout leur possible pour la réalisation des 6 axes du gouvernement souminois, ce qui va apporter tant soit peu une solution aux desiderata de Congolais. Absolument, mais au-delà de ça, il faut mettre en place aussi une discipline des fers. Il faut que nous ayons une discipline, il faut normalement ce que la rigueur de la loi aussi puisse être appliquée parce que dans la plupart des fois, nous avons vu ces genres de séminaires qui n'ont abouti à rien. Et par la suite, nous avons vu des gens qui ont détourné au sein des différents gouvernements. Et certains même qui ont été arrêtés, envoyés en prison, mais qui par la suite, nous les avons vus leur libération et sans être punis. Et nous souhaitons qu'un tel séminaire puisse aussi être accompagné par une certaine rigueur aussi au sein du gouvernement pour ne pas permettre que ce que nous avons déploré la fois passée puisse encore se reproduire. Parce que nous constatons que les actes de bavure, les actes de vol, les actes de détournement continuent. Et il faut que ce gouvernement soit un gouvernement exemplaire pour ne plus tomber dans ce genre de bêtises que nous avons commis lors de la législature passée. Et nous souhaitons que le président de la République aussi, cette fois-ci, s'y implique tout en interpellant aussi ces différents ministres chaque fois qu'il y a conseil des ministres. Il en a parlé, il en a parlé Emmanuel Malangou lors de son speech, justement, il en a parlé lorsqu'il a rappelé qu'ils ont convenu qu'après chaque 3 mois, il y aura évaluation de chaque secteur gouvernemental, de chaque ministère, va-t-on dire. C'est ce que les peuples attendent. Si ça va dans ce sens-là, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais il ne faut pas oublier que la grande question, la grande problématique ici, c'est ce que le social de notre peuple soit changé. Alors nous souhaitons que ce gouvernement, quand bien même qu'il y aura ces différents séminaires, mais
il faut que l'accent soit beaucoup plus placé sur les sociales de notre peuple, parce que vous voyez aujourd'hui, les sociales, aujourd'hui, ça fait défaut. Nous constatons que la plupart des fois que les gouvernements s'impliquent pour changer les sociales, il y a certains fonds qui sont débloqués pour les bien-être du peuple n'arrivent pas à leur destination. Mais moi, je pense que si ça va dans le sens où il faut se déployer pour changer un tout petit peu les sociales de ces peuples qui croupissent aujourd'hui dans la misère, nous avons pas mal de choses aujourd'hui sur les plans économiques. Les taux des dollars est toujours instable et nous sommes aujourd'hui à 28 000 francs. On va y arriver justement. Rien n'empêche que la semaine prochaine, nous pourrons nous retrouver avec 30 000 francs congolais pour 10 dollars américains. Et tout cela, je pense que s'il faut revoir cet aspect économique, ça sera très important pour soulager un tout petit peu la souffrance de notre peuple qui croupit aujourd'hui dans la misère. Rétrospective de la semaine, c'est au nom du président de la République que le haut représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le professeur Serge Tshibangou, a reçu la vice-présidente de la CEDEAO, Madame Damien Tshibidja. Au milieu de leur échange, la problématique de l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes dans la sphère politique et le problème sécuritaire. Reportage de Fanny Kikoufi. Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damien Tshibidja, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations. Et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, mais pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damien Tshibidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et on va passer à la présidence de la République où Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 6e réunion du Conseil des ministres où au total 5 points ont été abordés. Dans sa communication, le président de la République a insisté sur la lutte contre la criminalité, l'amélioration des conditions et la pérennisation de la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo, nous dit Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye. Dans sa communication au cours de la 6e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur la lutte contre la criminalité urbaine. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses axes environnants, Lubumbashi, Kolwezi, Bunia, Goma, Beni, Butembo et Kisangani. Il se développe dans ces villes un banditisme urbain avec le phénomène Kuluna,
allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vol à main armée, d'extorsion, de braquage de cambistes, d'enlèvement ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes de délinquance juvénile. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens. Félix Tshisekedi a plaidé aussi en faveur des enseignants. Le président de la République appelle à la prise des mesures visant l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, compte tenu du rôle non négligeable qu'ils jouent au sein de notre société et dans la perspective d'obtenir une éducation de qualité et de rénover l'image de ce noble, respectable et prestigieux métier. Des réflexions devraient également être faites à l'idée d'accorder aux enseignants les statuts d'agents de la fonction publique en complément de leur statut particulier. Soucieux de la santé de son peuple, la pérennisation de la gratuité de la maternité reste incontournable. Ce premier volet du paquet de soins destinés à la population vise à mener la lutte contre la mortalité maternelle et infantile comme urgence de santé publique dans notre pays, en raison notamment des chiffres alarmants des décès à l'occasion des accouchements. À ces jours, la ville de Kinshasa et 12 provinces sont couvertes bénéficient effectivement des activités et appuis planifiés dans le cadre de ce programme dont l'efficacité doit être garantie. Le président de la République a enjoint le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions idoines pour faire entre autres une évaluation globale de cette première cohorte, envisager l'extension de la gratuité de la maternité et la prise en charge de nouveau-nés sur l'ensemble du territoire national. La première ministre a décidé que désormais, les passations des marchés seront discutées dans des commissions mises en marche et adoptées au gouvernement. Emmanuel Malangou, lutte contre la criminalité, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions des enseignants et la pérennisation de la gratuité. Le chef de l'État y revient au cours du Conseil des ministres. On va dire là sa volonté de vouloir à ce que le Congolais puisse justement bénéficier du social pris d'une manière générale mise en exergue par le gouvernement. C'est ce dont vous parliez d'ailleurs dans votre première prise de parole. Effectivement, tout à l'heure, je viens d'insister sur les sociales parce que la sécurité, évidemment, entre dans les sociales. Et moi, je pense que tout ne peut pas se limiter sur des déclarations et des discours politiques. Et il est temps aujourd'hui de pouvoir quitter la démagogie et de s'inscrire sur une logique normale, une logique selon laquelle le peuple veut à ce qu'il y ait un changement sur ses conditions de vie. Et lorsqu'il y a les banditismes urbains dans une société comme la nôtre, ça montre suffisance qu'il y a des sérieux problèmes. Il y a certains maux qui rongent notre société aujourd'hui. Et nous avons des plus grands problèmes sociaux, évidemment, aujourd'hui, qui méritent d'être résolus par les gouvernements de la République. Moi, je m'adhère à ce que nous ayons un gouvernement qui puisse se focaliser normalement sur des gros problèmes notamment la criminalité qui paralysent notre société. Entre autres, nous avons cité tout à l'heure la criminalité, ce que vous appelez le banditisme urbain. Et ça pose aujourd'hui un grand problème dans notre pays. Ça paraît comme une grosse épine sur les bottes du gouvernement. Et moi, je pense que le gouvernement doit nécessairement, au moment où nous sommes, commencer à prendre des mesures qui sont vraiment sincères et des mesures qui doivent être accompagnées par des actes. Effectivement, il faut punir sévèrement et il faut aussi revoir un tout petit peu l'appareil sécuritaire. Parce que, vous voyez, nous avons une police aujourd'hui qui ne se déploie pas réellement sur le terrain. Lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est parce qu'ils se sont familiarisés avec certains criminels qui causent du mal à notre peuple. Et nous voyons que les responsables de la police provinciale ont fait une tournée dans la capitale justement pour remettre les choses en ordre. Effectivement, nous avons un commandant de la ville et au lieu de se déployer, au lieu de se mettre, corps et âme pour éradiquer ces phénomènes de banditisme urbain, mais vous constatez dans la ville,
très souvent, nous avons certains agents de l'ordre qui sont même reprochés par notre peuple d'être complices avec ce qui cause du mal à notre peuple. Et dans certains milieux où la police n'existe même pas. Et pourtant, nous avons un nombre important aujourd'hui des policiers. Et pourquoi ces policiers, nous ne les voyons pas sur le terrain, là où on est en train d'abattre notre peuple, là où le peuple est en train de croupir dans la misère. Il faut c'est donc une interpellation pour vous, que nous sentions la présence de la police là où l'État n'existait pas, parce que la police ne peut pas se limiter tout simplement à la ville. Nous constatons la police qui circule dans la ville pour, interpeller les gens des montards, pour interpeller les gens qui sont dans des bis, et pour interpeller et prendre des véhicules des paisibles citoyens qui sont stationnés sur les boulevards du 30 juin. Ça, ce n'est pas simplement le travail de la police. La police doit être présente là où le peuple a besoin de lui. Et ici, nous constatons une police, effectivement, qui est un tout petit peu abandonné son rôle réellement. Là, vous avez parlé de certains policiers. Certains policiers. Mais ça, c'est les travaux nécessairement qui doivent être abattus par le ministère de l'Intérieur, qui doit nécessairement aussi s'impliquer pour trouver des solutions à ces grands problèmes. Le chef de l'État, Emmanuel Malangou, a également parlé de l'amélioration des conditions des enseignants. On a vu les enseignants monter au créneau pour réclamer certains barèmes. Et le chef de l'État qui revient et qui en parle au sein du Conseil des ministres, on va dire qu'il a l'oreille attentive aux réclamations de la population congolaise. Mais c'est ça, normalement, parce que cette histoire d'augmentation des salaires des enseignants n'a pas commencé aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis revenu en arrière pour vous dire qu'il faut nécessairement que nous ayons l'applicabilité de ce que nous prononçons. Et nous ne pouvons pas, vous savez, depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, très souvent nous voyons les discours, nous voyons disons, la volonté de pouvoir changer les choses. Mais ce qui lui manque, c'est le suivi. Ce qui lui manque, c'est tout simplement l'application même de ce qu'il projette comme politique. Mais ici, devant notre peuple, vous savez, au-delà de 2028, il n'aura pas d'autre discours parce que le peuple va pouvoir juger son bilan sur base de ce que nous voyons sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires et tous ces mots qui rongent aujourd'hui la société. Je pense qu'ils doivent trouver des solutions le plus vite possible. Sinon, le peuple va se poser des questions au-delà de 2028 parce que nous devons nécessairement avoir un changement avec ce gouvernement qui vient d'être mis en place. Nous devons voir au sein de la police qu'il y ait des réformes, effectivement, qui doivent accompagner la vision du président de la République. Sinon, on se pose trop de questions sur ce que la police fait, sur ce que le commandant de la ville qui a été tout récemment nommé. Nous avons tout récemment un gouverneur de la ville qui aussi, d'un côté, nous ne sentons rien sur le terrain. Allez, c'est des questions que nous, en tant que peuple, on se pose. On verra cela tantôt, Emmanuel Malangou, à travers la poursuite de cette rétrospective, justement, qui va de la présidence à la primature, où la première ministre Judith Souminois a réuni les membres du comité de conjoncture économique afin d'examiner la situation économique du pays. Justement, à l'issue de cette réunion, des mesures ont été arrêtées pour intensifier la stabilité du franc congolais. Les détails avec Josué Mfoutila. Au cours de cette séance de travail, les membres du comité de conjoncture ont examiné la question de la rationalisation et de la régulation de dépenses publiques, l'objectif étant de stabiliser la monnaie locale et pallier l'inflation afin de renforcer et protéger les pouvoirs d'achat de citoyens. À cet effet, le comité a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour les trésors et davantage d'interventions ciblées sur les marchés de change pour la Banque centrale du Congo. Nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne viennent pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Dans la même logique, le comité a recommandé de relancer le projet d'investissement clé du gouvernement tel que le PDL 145 territoires. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PDL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord
l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. Les ministres du Budget et de Finances ont été appelés à planifier le décaissement pour achever le travaux du premier volet et de lancer ceux du second volet qui concernent notamment les routes de dessert agricole. La première journée commémorative du Génocost interviendra le vendredi 2 août 2024 prochain. Ceci est une décision issue de la réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Désormais, cette date restera une journée chômée et payée en souvenir de millions de compatriotes victimes de la barbarie rwandaise dans l'indifférence totale de la communauté internationale, nous disent Jacques-Hilaire Kachala et Naomi Longila. Pour conduire à une communion et à la résilience face à la situation imposée à la République démocratique du Congo injustement, désormais, chaque 2 août, les Congolais vont commencer à rendre un hommage à des milliers de compatriotes victimes de la barbarie des prédateurs dans le Rwanda, ainsi qu'aux personnes qui leur portent secours et assistance. Au cours du 5e Conseil des ministres, le président de la République a dans sa communication appelé le gouvernement à finaliser le cadre juridique des réparations en ce qui concerne la commémoration du Génocost. Pour prendre en charge les victimes dans le cadre du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour rappel, alors que la République démocratique du Congo, pays hospitalier, vivait paisiblement avec ses voisins, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi avaient préféré d'attaquer la République démocratique du Congo, profitant du génocide des Tutsis et Hutus modérés, créant de toutes pièces l'AFDL crédibilisée par un fils du pays, Laurent Désiré Kabila. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi s'étaient accaparés du pouvoir le 17 mai 1997 avec à sa tête Laurent Désiré Kabila qui pensait être une marionnette et pillait les ressources du Congo. S'étant détournés contre eux, certains disciples de Kagame, notamment Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, le général James Kabarebe et autres, renvoyés par Laurent Désiré Kabila vers le Rwanda, avaient plutôt détourné un avion cargo à Goma dans le Nord Kivu pour atterrir à la base militaire des Kitona dans le Congo central et attaquer Kinshasa en déclarant une nouvelle guerre d'agression le 2 août 1998. Plusieurs massacres ont été perpétrés sur les territoires congolais ainsi que les violations de droits de l'homme qui ont fait plus de 7 millions de morts et environ 11 millions de déplacés de leurs terres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo décide de commémorer chaque 2 août la journée du Génocost pour s'y souvenir et exiger justice des milliers de compatriotes mutilés, violés, brûlés vifs, tués atrocement dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Et les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC, ont bénéficié d'un don de 500 bancs du service national. C'est le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, qui a effectué personnellement une descente pour doter ces bancs au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette manifestation s'est effectuée devant les autorités académiques et étudiants qui se sont dit très satisfaits. Jacques-Hilaire Kachala et Michel Kabeya étaient là pour le compte de Univers Télévision. C'est au tour des après-midi que 3 engins chargés de 500 bancs, fabriqués par le jeune bâtisseur, autrefois appelé délinquant ou Kuluna, mais aujourd'hui au service de la nation. Accueilli à l'entrée de l'UNISIC, Isti Fasik, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a reçu les hommages militaires avant d'être dirigé vers l'espace Prof Malembe par le recteur Kamba Ibwacha.
Après le mot de bienvenue du secrétaire académique, le professeur Loubouya, le recteur de cette université, a salué cet événement avant de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son envoyé spécial, Jean-Pierre Kassongo. C'est avec un grand plaisir, je dirais mieux, une grande joie pour moi, en ma qualité de recteur de l'Université de sciences, de l'information et de la communication UNISIC, chef d'établissement, de vous adresser un mot de remerciement pour l'acte combien louable, mon général, l'acte combien louable que le service national, sous votre direction, que ce service vient de poser au profit de la jeunesse congolaise. Pour être plus explicite, jamais un tel événement ne s'est produit depuis la création de notre institution. Je dirais mieux, depuis la création des institutions de ce genre en République démocratique du Congo. Est très déterminé dans la mission qui lui a été confiée par le commandant suprême de forces armées et de service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a exprimé la volonté de cette structure de mettre en application la volonté du président de la République devant le cadre et les étudiants de cet alma mater. Il a par ailleurs démontré noir sur blanc la volonté de Zex Kuluna. Je voudrais de prime abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à l'autorité qui m'a envoyé et qui a rendu possible la présente cérémonie. J'ai cité Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. C'est grâce à sa ferme volonté de voir notre jeunesse être formée dans de bonnes conditions et d'améliorer la qualité de notre enseignement que cette cérémonie a lieu. Depuis la création de l'UNISIC, hier, ISTI et IFASIC, autour des années 1970, c'est pour la première fois que l'État vienne se rendre compte des conditions d'études dans lesquelles évoluent les étudiants de cette alma mater. Prenons la parole au nom des étudiants. La présidente de cette université n'a pas hésité à tenir de l'éloge du service national qui a doté l'UNISIC de 500 bancs. Satisfaction totale chez les étudiants. Cette manifestation inconnue, ainsi le témoignage d'un bâtisseur, autrefois délinquant, qui a expliqué le processus de sa transformation grâce au service national. Il a par ailleurs remercié le chef de l'État et le général Kassongo Kabouik avant d'appeler le jeune à abandonner le banditisme urbain et emboîter le pas. Emmanuel Malangou, je reviens à vous. Réunion de conjoncture, on l'a suivi avec vous. Objectif ou décision prise, stabiliser la monnaie locale à travers la régulation notamment des dépenses publiques pour ne pas surcharger le marché de change. Il en fallait, n'est-ce pas? Puisque à l'entrée des Jeux, vous disiez qu'on risque de vivre l'année prochaine ou le mois prochain avec le taux de dollar à 30. Oui, mais normalement, parce que... Ça vaut la peine, hein? Ils ont presque répondu à votre préoccupation. Absolument. Écoutez, le grand problème ici, c'est que nous avons eu un ministre de l'économie tout récemment qui avait dit haut et fort que les dollars devaient baisser, mais nous avons constaté que depuis lorsqu'il a été nommé ministre, rien n'avait changé et par contre, les dollars n'avaient fait qu'augmenter. Nous sommes ici devant une situation, devant une monnaie étrangère qui veut chasser une monnaie locale. Et pourtant, les francs congolais devaient être une monnaie à part entière qui devait être valorisée. Voilà pourquoi ils ont pris justement la décision, des mesures, on va dire comme ça. Oui, mais ce qu'ils disent, il faut les dire. Écoutez, mais il est bien de les dire. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il faut réellement que nous sentions l'applicabilité,
la mise en place de toute cette politique qui est en train d'être chantée mais déjà, par les gouvernements de la République. Le fait d'y penser, n'est-ce pas là déjà la manifestation d'une bonne volonté, une volonté à faire mieux les choses? C'est notre souhait. Nous souhaitons que les choses aillent mieux. Nous souhaitons est-ce que les choses aillent mieux. Notre souhait est que notre peuple se retrouve avec ses gouvernements, et parce que nous ne pouvons pas souhaiter les malheurs de ces peuples. Le plus grand souhait de tout Congolais aujourd'hui, est ce que le social de notre peuple soit maîtrisé. Vous voyez que jusque-là, la question sociale, c'est une question qui échappe au gouvernement de la République. Et ces différents ministres de l'économie qui ont été nommés, vous voyez, ils n'ont rien fait. Et que ce soit même dans plusieurs secteurs aujourd'hui, nous voyons dans le secteur des transports, nous voyons dans le secteur de sécurité, ils posent problème. Nous souhaitons que ce gouvernement ne soit pas nécessairement un gouvernement qui doit s'arrêter sur des discours démagogiques, mais nous voulons la mise en place, l'applicabilité normalement de ce qui est dit. Nous voulons effectivement que nous ayons un gouvernement des grands faiseurs au lieu des grands diseurs. Des grands diseurs, ils ont parlé également d'ailleurs de l'évaluation, n'est-ce pas, l'évaluation et la poursuite du programme de développement de 145 territoires. Est-ce que cela n'entre-t-il pas dans votre souhait, justement, quand vous dites que les Congolais doivent bénéficier, on va dire comme ça, du social? Le social passe notamment par le développement, la relance du PDL 145 territoires. Ah oui, mais c'est ça, les programmes de 145 territoires, c'est une politique qui n'a pas commencé avec ces gouvernements. Ça a été chanté depuis le début de la prise du pouvoir du président de la République. Il avait cette vision-là de pouvoir faire développer nos territoires. Mais la grande question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les programmes de 145 territoires est une fiction ou une réalité? Alors que depuis que cette histoire a commencé, nous avons eu certains ministres qui sont allés en prison pour ça. Et aujourd'hui, la grande question que nous, en tant que peuple, on se pose, c'est que cela reste une fiction ou une réalité, parce que nous ne sentons pas cela sur le terrain. Le programme des 145 territoires, il n'y a pas de ministres qui sont allés en prison. Mais on a interpellé quand même certaines, on va dire, entreprises qui ont pris de la lenteur dans l'exécution on va dire, dans l'exécution de certains projets. Mais moi, j'aurais appris que M. Robota était allé en prison pour le problème de lampadaires. C'était pour installer dans des territoires. Si vous dites qu'il n'y a pas de ministres qui sont en prison pour ça, j'y doute fort. Parce que le ministre Robota est allé en prison pour ça. Et quand bien même que celui qui a été aux finances n'a pas été jusque-là été entendu convenablement, et nous avons vu son évacuation à l'étranger, soit disant qu'il était malade. Et pourtant, il y a eu des sommes qui sont sorties. De son départ. Oui, qui sont des sommes d'argent qui sont sorties aujourd'hui et que les Congolais se posent des questions jusque-là sans réponse. Et que ces gens devraient normalement répondre de leur manque d'incivisme et de leur façon de détourner ce qui appartient à l'État, ce qui appartient au peuple congolais. Alors, et si aujourd'hui les Congolais se posent des questions, parce que chez nous, on dit souvent Bantou à Mukalenga, Mukalenga à Bantou. C'est-à-dire les chefs doivent être les chefs des hommes et non des chefs de sa troupe. Normalement, il faut, tous ceux qui entourent les présidents de la République aujourd'hui sont en train de bénéficier, de profiter de certaines lâchetés, profiter du laxisme qui est dans les chefs du président de la République. Moi, en tant qu'acteur politique, ce que je demande au président de la République, c'est de pouvoir imposer une discipline de fer, de pouvoir imposer une certaine rigueur qui va faire peur à certains ministres aujourd'hui qui vont encore oser toucher à la République, parce que nous ne pourrons plus considérer qu'aujourd'hui, il y a des sommes d'argent qui sont en train d'être volées pendant que notre peuple croupit dans la misère, pendant que le peuple aujourd'hui, à certains quartiers, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Et toutes ces questions, je pense qu'avec ce gouvernement, devaient être résolues. Que de rester dans des discours, dans des démagogies inutiles, moi je demanderai à ce que les gouvernements s'impliquent, à ce que les gouvernements se déploient sur le terrain pour trouver des solutions à tous ces grands problèmes qui traversent aujourd'hui notre société. Sinon, nous allons nous poser beaucoup de questions au-delà de 2028. Tout à fait. Vous demanderez naturellement à l'Assemblée nationale, qui est chargée de contrôle de ministres, de sanctionner quand il le faut, d'interpeller quand il le faut. C'est ce que vous demanderez. Et on a quand même suivi avec vous également ici que le 2 août, désormais, ça sera une journée chômée et fériée pour commémorer les Congolais victimes de l'agression de la guerre du Rwanda
on a bien fait de penser aux nôtres qui sont tombés gratuitement à cause de l'agression du Rwanda. Merci. Il faut bien aller dans ce sens-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des morts qui continuent. Et pourquoi avoir choisi une journée pour célébrer, pourtant qu'il y a eu des gens qui sont tombés aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons nous souvenir d'eux pour dire à la communauté internationale que voilà ce qui se passe au Congo. Et bien que cette communauté internationale aujourd'hui est restée indifférente vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays, c'est une manière de leur dire que vous devez faire attention à ce qui se passe au Congo. Sinon, nous sommes en train d'avancer tout petit peu vers certains de nos territoires qui sont aujourd'hui récupérés par la rébellion du M23. Mais est-ce qu'il y a-t-il encore des morts à l'est du Congo? Il y a des morts à l'est du Congo. Et moi, je pense que notre regard devait être, pour le moment, être focalisé sur des territoires qui tombent, sur des secteurs qui sont en train d'être récupérés par la rébellion du M23. Les gouvernements devaient s'impliquer, devaient éradiquer pour faire face à cette rébellion. Il y a une trêve qui a été, on va dire, décidée par les États-Unis. Il ne faut pas non plus oublier. Le temps pour nous de revenir à vous et de poursuivre avec cette rétrospective. Vous le savez, madame, monsieur, peut-être, la conférence épiscopale nationale du Congo a récusé tout prétendu soutien de l'Église catholique à la rébellion du M23. La SENCO a clarifié sa position après la publication d'une vidéo relayée sur les réseaux sociaux démontrant la participation de Corneille Nangaa dans une célébration eucharistique à la cité de Rutshuru. Dans un communiqué rendu public le lundi, l'Église catholique a qualifié cet incident d'inattendu et insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale. Lionel Kioni pour le commentaire. La vidéo de cette marionnette du Rwanda, meneur du mouvement terroriste dénommé Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, qui fait son apparition dans une célébration eucharistique à la paroisse Saint-Aloïs de Rutshuru dimanche 14 juillet 2024 dans une zone sous contrôle des terroristes M23, a suscité les réactions de partout. Dans cet ordre d'idées, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à travers un communiqué signé par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, qualifie la prise de parole de cet ennemi et de la République devant la communauté catholique d'un incident inattendu. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans les contextes que nous pouvons tous imaginer, note ce communiqué. Monseigneur Cholet a également rappelé l'existence d'un décret de la SENCO datant du 10 décembre 2010 et rappelé le 23 novembre 2018 interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes à des fins propagandistes pour des raisons de cohésion nationale. Ce communiqué souligne cependant l'importance de renforcer la cohésion nationale en recommandant des concertations entre les représentants des forces vives du pays pour créer une dynamique nationale capable de faire face aux défis sécuritaires actuels. Et la situation sécuritaire dans l'axe opérationnel de Kwango a été passée en revue par le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiamvita. Ce dernier a présidé une réunion de sécurité élargie dans ce coin du pays où il a donné des orientations fermes et claires pour éradiquer la milice Mobondo dans cette zone qui constitue le dernier verrou sécuritaire pour accéder dans la ville de Kinshasa. Le détail dans ces commentaires d'Alerte Ngomba rendus par Lionel Kioni. Le retour définitif de la paix sur toute l'étendue du territoire national est un défi que s'est assigné le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwandiamvita. Ce dernier a choisi la première zone de défense Grand Bandundu pour sa première tournée en province afin de s'enquérir de la situation sécuritaire et de palper les réalités du terrain. En provenance de Kenge, bastion de la ministre Mobondo, le patron de la Défense nationale est arrivé à Kikwit dans la matinée de ce mardi 16 juillet 2024.
Les questions sécuritaires à l'ordre du jour. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing de la situation sécuritaire de l'état-major 11e région militaire, présenté par le commandant région, le général Jonas Padiri. La milice Mobondo, Confite Keyaka, s'est déportée du territoire de Kwamut dans le Maïndombe pour s'étendre dans le Kwilu, dans sa partie ouest, dans les territoires de Bagata, sémant ainsi la désolation après leur passage. Le commandant région a souligné que les opérations sont en cours pour identifier les vrais leaders de Mobondo, car ceux qui s'y présentent ne les sont pas vraiment. C'est ce qui ne tardera pas à arriver. Résultat de l'opération Ngemba, plusieurs assaillants Mobondo ont été neutralisés et plus de 500 capturés et mis à la disposition de la justice. Au regard de cette situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a donné les orientations fermes pour débuter cette milice. Différents corps militaires de la 11e région militaire réunis, Guy Kabombo Modianvita, à cœur ouvert, a confronté les informations reçues afin de trouver les solutions adéquates. Rappelant qu'aucun président de la République en RDC n'a investi autant d'argent dans l'armée que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, tient à crever l'abcès qui gangrène l'armée congolaise et déboulonner le système qui empiète les efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration des situations des FRDC. De la sécurité à l'éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a reçu le jeudi 18 juillet dans son cabinet de travail Monseigneur Donatien Cholet à la tête d'une forte délégation. Les discussions avec ces délégations composées des coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques sur recommandation du président de la commission épiscopale pour l'éducation ont tourné autour des défis relatifs à l'amélioration du système éducatif congolais. Les détails avec Sarah Katungu. La mi-journée de ce jeudi 18 juillet, c'est au cadre de l'armée congolaise est accueillie à l'hôtel de ville de Butembo. Le général Tchali Gonzanduru, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements, est à la tête d'une délégation composée de 4 autres généraux et de députés nationaux de la région. Monsieur le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite de prendre place à la salle de réunion. Le commandant de d'honneur, commissaire principal, Amis Boukoumou, Tiadone. Merci, commissaire. À vos ordres. Dans ce cadre de la mairie de Butembo, celui-ci a entretenu des couches sociales et des députés nationaux de la région à vacances parlementaires. Une réunion qui vise à tabler sur la situation de l'air, la sécurité marquée par la progression des rebelles du M23 et l'activisme et le terrorisme de l'ADF. Une évaluation avec ces acteurs à vue des solutions locales dans toutes les urgences pour barrer la route aux ennemis qui ont cette ville dans leurs viseurs. Le général Tchali Gonzanduru est le premier haut gradé de l'armée congolaise arrivé dans la région depuis l'occupation par les rebelles du M23 de certaines cités du territoire de Lubero. Une visite qui intervient après une crise sécuritaire intense dans la région. Les rebelles du M23, aussi de Lubero, couplés par l'activisme des terroristes de l'ADF, qui continuent à inspirer la peur par leur empreinte. Du territoire de Beni, ces fauteurs de troubles sont désormais en train d'opérer dans le territoire de Lubero, où la chefferie de Bassoa et le secteur de Bapé sont tombés dans leur djung. Des populations fuient ces entités pour s'affluer à Butembo, une des agglomérations vivables de la région. Mais toujours sa stratégie de contrôle de la région. Au début de la semaine, différentes couches sociales ont marché jusqu'à Moussienene. Localité du territoire de Lubero, située à plus de 20 km au sud de Butembo, pour fustiger les sécurités. Vous venez là plutôt de suivre le chef d'état-major général de FRDC au niveau de Butembo. On va poursuivre cette rétrospective à l'hôtel de ville de Kinshasa où le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a effectué le lundi une visite d'inspection
des travaux de réfection des bâtiments de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le premier citoyen de la ville était allé se rendre compte de l'évolution des travaux lancés au sein de cet établissement dont les installations sont en état de délabrement très avancé que l'on va voir en images et commentaires. Déterminé à revêtir Kinshasa de sa plus belle robe, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville, et toute son équipe mettent les batteries en marche pour améliorer les conditions de vie des travailleurs du gouvernorat. Accompagné du vice-gouverneur Edi Ieli Molangi, de son directeur de cabinet Israël Moutala, ainsi que d'autres membres du cabinet, le premier citoyen de la ville a effectué cette visite d'inspection pour se rassurer de l'évolution des travaux de réfection lancés dans cet établissement dont les installations laissent à désirer. En véritable homme des situations, le patron de la ville de Kinshasa a également fait la ronde des différents locaux de ces bâtiments. Daniel Bumba a été saisi des conditions des agents et cadres de l'administration provinciale qui accusent 3 ans d'arriérés des salaires. L'entreprise chargée d'exécuter ces travaux est donc appelée à accélérer le pas pour que les administrés évoluent dans un environnement propice au travail. Et en pleine tournée sur l'incivisme routier à Kinshasa, le constat fait par la police nationale congolaise est amer. La plupart de ceux qui violent les codes de la route, oui, sont les autorités. Pourtant, ils devraient prêcher par l'exemple face aux autres citoyens. Par cette descente, le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, a sensibilisé la population, notamment les conducteurs, afin d'éviter les embouteillages tant décriés dans la ville de Kinshasa. Le reportage est de Benita Ramazani et Nonon Numbi. Lors d'une réunion urgente avec l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a annoncé quelques nouvelles mesures, notamment le respect du début et de la fin des services, l'identification des clients pendant les heures tardives. Les chauffeurs doivent connaître lui-même qu'il y a l'heure du début et de la fin des services. Lorsqu'il a commencé la journée, où il bénéficie de la sécurité pour tous, il doit savoir à quelle heure terminer son travail. Deuxièmement, il y a des services taxis dédiés, la nuit par exemple. C'est une heure où déjà il y a possibilité qu'il soit en danger. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué sur le plan technologique. Si le chauffeur taximène a décidé de travailler la nuit, il doit s'assurer qu'il est sécurisé par les applications de la nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre toute course qui lui vient devant lui. Il doit s'assurer que son client est identifié. Jean au téléphone, le président national de l'Association des chauffeurs du Congo s'est engagé de vulgariser ses messages auprès de ses membres. Nous devons savoir nous sécuriser pendant nos heures de travail. Nous avons également une collaboration entre le chauffeur et la police. Après plusieurs drames dus à l'insécurité, notamment l'assassinat de 2 chauffeurs dans la commune de La Gombe qui présentaient des traces de violence à la tête et avaient les 2 pieds liés, le commissaire général ne ménage aucun effort pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Allez, Emmanuel Malangou, on va terminer cette rétrospective, mais avant, vous et moi, nous parlions du 2 août, date choisie pour commémorer, n'est-ce pas, le victime de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, mais on a vu Corneille Nangaa prendre la parole dans une église, l'église catholique justement, parle d'un incident regrettable. Un incident regrettable, vous estimez, un incident Moi, je ne sais pas comment placer un commentaire sur une situation pareille quand on sait que
la zone qui est où la paroisse où Corneille Nangaa s'est rendu pour prier son Dieu, c'est une zone où lui-même est président de la République là-bas. Donc vous comprenez que là, qu'il contrôle, vous voulez dire? Oui, il contrôle cette zone-là. C'est une zone qui est sous emprise d'une rébellion. Je ne vois pas pourquoi les curés de la paroisse pouvaient refuser à un fidèle qui est venu prier son Dieu, lui interdire de ne pas entrer dans cette paroisse-là. Vous voyez, c'est une question qui doit être posée. Mais pour moi, je pense que si même le Christ lui-même qui est venu au monde, il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui se sont rébellés. Et pourquoi on peut refuser à un individu de pouvoir faire son affaire dans une paroisse? Politiquement parlant, ça ne donne pas l'impression, justement, Emmanuel Malangou, ça ne donne pas l'impression, justement, que l'Église catholique était en train de soutenir la rébellion. Parce que s'ils sont montés au créneau, c'est parce qu'ils ont voulu démontrer la situation à la population congolaise que niet, nous ne soutenons pas la rébellion. L'Église catholique qui doit finir cette rébellion. C'est l'Église catholique n'a pas des armes pour combattre Nangaa. Dénoncer, oui, mais qu'est-ce que l'Église doit faire à la place de l'État? C'est la question qu'il faut se poser. Ici, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Moi, je pense que les vrais... Trouvez-vous normal qu'un Congolais... Non, dire que Corneille Nangaa s'est rendu dans une paroisse où il a pris la parole, condamner l'Église catholique cette fois-ci, moi je pense que c'est chercher des boucs émissaires. Parce que l'Église, qu'est-ce qu'il doit faire? L'Église n'a pas des armes pour combattre, c'est l'État de pouvoir s'imposer vis-à-vis de cela. On parle ici des dénonciations, Emmanuel Malangou, on ne parle pas de combattre avec armes de guerre. On parle ici de la dénonciation et de ne pas soutenir, n'est-ce pas, toute personne congolaise soit-elle qui prend les armes. C'est une zone qui est sous occupation, c'est une zone qui est occupée par la rébellion. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Mais il doit aller en martyr, parce que vous voyez combien de prêtres catholiques, des évêques ont été tués. Souvenez-vous, Monseigneur Catalico, combien sont partis comme ça? Non. Je pense que là, les curés ne pouvaient pas laisser sa peau là parce qu'ils pouvaient interdire cela. Je pense que c'est l'État qui doit... La Senko, comme la conférence, oui, bien sûr, mais nécessairement la Senko peut parler dans ce sens-là. Mais moi, je ne vois pas où est le mal, parce que le mal ici, ce que nous souhaitons que les gouvernements s'impliquent, nous souhaitons que le gouvernement ravisse cette partie du territoire national qui est coupée. Mais c'est pour pas chercher des boucs émissaires pour rien. L'Église catholique n'a rien à faire là-dedans. Il faut que l'État lui-même puisse s'imposer pour pouvoir récupérer cette partie du territoire national. Il faudrait aussi que le Congolais, n'est-ce pas, ne puisse pas soutenir la rébellion. Il ne faut pas aussi que certains de nos compatriotes soient manipulés par ces mouvements politico-militaires qui cherchent aujourd'hui à ravir une partie de notre pays pour le donner à un pays agresseur. On termine avec les bâtisseurs. Un mot quand même sur les bâtisseurs, pour démontrer à suffisance que dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, Emmanuel Malangou, on a comme ça plus de 5000 jeunes ex-Koulouna qui sont devenus bâtisseurs. Bravo, n'est-ce pas, au général Kabouik et au programme du gouvernement qui soutient, n'est-ce pas, ces projets. Oh, c'est une bonne chose, mais ce qui a à faire est encore énorme. Moi, je pense que ce qui est fait n'est que minime, mais il faut vraiment élargir ce processus-là pour pouvoir encore continuer à pouvoir prendre d'autres jeunes qui sont dans la délinquance aujourd'hui pour les envoyer. C'est une bonne chose, mais je souhaite que ce qui est fait là est vraiment minime et qu'il faut élargir. Il faut en faire davantage. Il faut élargir, il faut vraiment les faire en avantage, parce que nous constatons que les taux de banditisme, et même nous qui sommes ici en ville, nous ne sentons pas vraiment à 100% en sécurité. Il faut que l'État puisse s'impliquer dans ce sens-là, et ça sera une bonne chose. Une très bonne chose. Merci. Justement, merci Emmanuel Malangou, merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger autour de cette actualité, justement. C'est moi qui vous remercie ce dimanche d'avoir pensé à moi pour venir éclairer notre peuple sur toutes les questions qui fait la une de la semaine. Merci beaucoup. Je rappelle justement à nos amis téléspectateurs que Emmanuel Malangou est politique, candidat sénateur 2024, actuellement président de la plateforme Le Réveil Congolais, qui est un mouvement citoyen, qui est un mouvement citoyen. Voilà. Fin de cette rétrospective, madame, monsieur, si vous avez aimé, c'est grâce au concours de toute la rédaction ainsi que toute l'équipe technique. Point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dimanche en direct 19h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision. À bientôt.